Bonjour à tous, c'est Simon et je suis en compagnie d'Alexandre pour vous parler de Fast and Furious 9 qui sort en France le 14 juillet et qui est plein de grosses baboulineries dont on avait envie de vous causer. On va donc en débattre parce qu'on n'a pas tout à fait le même avis sur le film. Rassurez-vous, on ne va pas particulièrement spoiler, on ne va pas vous donner tous les détails de l'intrigue. On va grosso modo se baser sur ce que vous avez pu voir dans les bandes annonces. Donc bien sûr, si vous n'avez rien vu, bah pas de bol. Mais voilà, globalement, on va pas tout vous brûler, on va causer des grandes lignes du scénario qui sont déjà connues et puis surtout, on va commencer avec un sujet brûlant quand on parle d'un Fast and Furious. Ce sont évidemment les scènes d'action du film et donc je vais te demander, Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé des scènes d'action de ce grand film? Bah, je trouve que le film commence super rapidement. Ce qui est un peu cool, c'est que très vite on est dans l'action. Quand ils partent direct dans la jungle et que ils sont tout seuls, ils découvrent un avion, bon, il y a une histoire avec Kurt Russell, tout ça, bon, peu importe le scénario. Ils arrivent dans cette jungle et puis ils cherchent un artefact, etc. Et là d'un coup de l'action, bam, il y a des gars qui arrivent, des antagonistes. Ils commencent à tirer sur tout le monde, bam bam, il y a des mines, il y a une course de voitures. Je trouve que l'action marche super bien dès le début, et puis après ça retombe en soufflé. Alors la scène de la jungle, pour moi, c'est la meilleure, on va dire, scène d'action, parce qu'il y a toute l'atmosphère Fast and Furious qu'on peut attendre. C'est assez débile pour que ça soit drôle, et pas trop débile pour que ça soit juste ridicule. Donc ça marche super bien. C'est plus ou moins toute la séquence qu'on a vue dans la bande-annonce, qui a beaucoup été teasée de... voilà, ils sont dans la jungle et puis à la fin ils peuvent pas prendre le pont, donc ils prennent la liane du pont, enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Il y a l'histoire aussi avec John Cena qui s'envole dans l'avion, bon, avec sa voiture qui se fait aimanter, bon. Pourquoi pas, mais c'est très drôle, mais c'est à peu près la seule chose qui me fait rire dans le film, enfin que je trouve bien dans scène d'action dans le film. Il y a la scène un peu d'Édimbourg, je sais pas ce que t'en penses toi, Oui. qui est un peu amusante aussi par rapport au jeu de l'aimant, mais après pour moi tout le reste est très très mou. Et ben alors, c'est marrant parce que je les trouve pas totalement satisfaisantes, mais quand même, moi je prends plutôt mon pied au niveau action. Bon, alors effectivement, comme tu dis, il y a cette ouverture qui est très cartoonesque, qui est un peu une version débilo-cosmique, rigolo de James Bond, quoi, parce que comme dans les James Bond, on commence par une mission, et donc là on a nos gros bourrins, tu te dis qu'ils doivent récupérer un artefact, c'est un bazar sans nom, je trouve ça très rigolo. Non, ce qui m'a un peu surpris dans le film et un petit peu déçu, c'est que je le trouve relativement chiche en matière d'action. Il y a donc cette grosse scène d'action, cette grosse scène d'ouverture, le grand climax final, alors qui est long, qui dure, qui machin, mais au milieu, effectivement, il y a des scènes d'action beaucoup plus brèves. Alors moi, je trouve assez marrante, hein, le coup de l'aimant à Édimbourg. En gros, bah pareil, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est ils ont un aimant. Alors officiellement, ils prétendent avoir un aimant qui permet de faire s'approcher ou de s'éloigner les choses. Moi, j'appelle ça, c'est la boîte à cascade. C'est-à-dire que déjà, ça n'attire que les bagnoles, quasiment. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est l'aimant qui repousse aussi. Enfin, ça n'a aucun sens, mais ils en jouent, contrairement au là où Michael Bay dans Six Underground avait aussi un aimant, mais l'utilisait très très brièvement dans son climax. Alors les plans étaient très spectaculaires, mais ça durait, c'était 2-3 petits à-coups, quoi. Là, tu sens que vraiment, ils ont deux scènes d'action qui sont construites autour de ça, et vraiment, ils l'utilisent pour aller se balader des bagnoles dans les décors. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié en général dans ces scènes d'action, c'est que tu sens, alors sauf quand Vin Diesel doit faire une cascade, là c'est numérique, mais quand il y a des véhicules, il y a énormément de physique. Et bien sûr, il le dope avec des petits effets de particules, de machin, mais il y a beaucoup de tôles froissées, de cascades, ouais. Et bah, ça fait du bien, je trouve. Mais ça m'a aussi marqué, je me demande si c'est pas l'un des films Fast and Furious où il y a le plus de bagnoles qui finit à la casse, parce que il y a énormément, notamment dans le climax, il y a un nombre de voitures incalculable qui finit, que ce soit des voitures de police, des voitures qui sont garées tout simplement et qui ne demandaient rien. Ça finit totalement, tout est cassé en permanence. Et je suis d'accord avec toi, c'est que le problème dans Fast and Furious 9, j'ai l'impression, c'est que ça commence très vite dans l'action et on se dit, oh là là, on est parti pour 2h15 où ça va faire que de l'action, ça va être incroyable. Bon, il y a la petite intro un peu avec Vin Diesel et Michelle Rodriguez qui sont dans leur petite maison de campagne avec leurs enfants, bon c'est n'importe quoi, c'est la famille quoi. Mais après ça part très vite dans l'action et on se dit oh là on est parti pour un grand 8 d'action qui n'en finira jamais. Et en fait pas du tout, c'est très, finalement il y a quoi, il y a trois grosses scènes d'action à dire. 3 scènes d'action, après des petits machins. Voilà, il y a une petite pastille à Tokyo, il y a une petite pastille dans leur QG. Bon voilà, avec un sacrifice voilà, incroyable shakespearien de Vin Diesel. On n'en dit pas trop plus pour l'instant, mais voilà. Mais c'est tout. Et c'est vrai que du coup c'est hyper décevant parce que dès que ça commence, je me dis c'est bon, on est parti pour bien s'amuser. Ça va être vraiment aucun scénario et on est là pour faire de l'action, pour vous montrer tout ce qu'on a prévu, notamment un passage dans l'espace. Et au final, c'est très, je trouve que par exemple,
pas pour vous spoiler parce que c'est plus ou moins dévoilé dans la promotion. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez qu'à un moment on va monter très haut. Voilà, et du coup, l'espace, ça pouvait être un terrain de jeu hyper intéressant, hyper innovant aussi, et au final c'est le vide, comme l'espace, on va dire. Et alors c'est drôle parce que ça, moi, c'est un truc que j'ai aimé. C'est-à-dire que, en fait, pareil, moi j'avais un peu peur qu'ils nous fassent un espèce de truc à la Gravity où ça pète dans tous les sens. Sauf qu'ils savent pas faire des trucs à la Gravity. Ils essayent de le faire un peu. Un tout petit peu. Mais ce que j'aime, c'est que quand ils arrivent dans l'espace, il y a un truc que je trouve d'une naïveté, et c'est en général ce qui m'amuse dans les Fast and Furious, c'est que c'est pas des gens cyniques qui font un truc pourri en pensant que les gens sont teubés, c'est des gens vraiment teubés qui font le truc teubé qu'ils ont envie de faire. Et là, moi je suis désolé, mais quand je vois les deux comédiens qui sont là avec leur pauvre casque qu'ils ont fabriqué, on se croirait dans du Gondry, et tout d'un coup la Terre qui apparaît, tu vois, plutôt que de te faire un grand plan numérique dans le sang, là, waouh, ils sont dans l'espace, bah t'as ce plan très naïf de ces deux types, tu vois la planète, la courbe de la Terre qui se reflète sur leur casque, sur leur visière, et qui sont là, et qui sont en fait exactement comme toi, en fait, c'est genre, waouh, on est dans l'espace. Et il y a, je trouve un truc qui est de l'ordre de la ligne claire que je trouve très, très naïf, très candide, qui me plaît assez. Ouais, mais même dans leur façon d'aborder la chose, personne ne nous croira jamais qu'on soit allé dans l'espace, et eux, ils sont plus... Enfin, même si c'est pas du tout subtil et que c'est vraiment genre on va mettre un petit côté social et tout sur les Afro-Américains aux États-Unis. Bon, d'accord, c'est pas bien fin, mais c'est un peu touchant par rapport à la relation qu'ils ont par rapport à leur pays, par rapport à plein de choses. Mais bon, on nous a teasé moi je trouve qu'on nous avait teasé une énorme scène d'action dans l'espace en disant ah ouais, dans l'espace, dans Fast and Furious, on vous prépare un truc dingo et tout. La meilleure scène, c'est dans la jungle, donc super original. Et le reste, ça se passe dans des villes, c'est très urbanisé, donc pas hyper original, et la scène dans l'espace, vous verrez, en fait il se passe rien, tout simplement. En fait ils ont vraiment ils ont un tout petit impact sur le reste de l'intrigue, mais le gros climax c'est pas dans l'espace. L'espace c'est la petite partie, genre voilà. C'est vraiment une petite parenthèse. Voilà, c'est une petite parenthèse, disons, on a besoin d'eux dans l'espace. Bon. Et puis je pense que c'est aussi peut-être un clin d'œil justement à tous les fans et à tous les gens qui commandent depuis quelques années, depuis le 5 en fait, en disant allez dans l'espace au rythme où vous y êtes. Et je pense que c'est peut-être plus un clin d'œil à ça qu'une volonté profonde de les avoir amenés là-bas. Mais il y a un autre truc dont il faut qu'on parle, c'est la présence, en fait, un nouvel antagoniste qui se trouve être le frère de Vin Diesel, Jacob, qui est joué par John Cena. Et alors, qu'as-tu pensé de la grande performance de John Cena ? Alors, John Cena, dans sa grande performance, je trouve que c'est pas un acteur mauvais par rapport à... Enfin, je trouve qu'il est plus intéressant en tout cas que Dwayne Johnson, par exemple, et du coup... avec Batista, ça doit jouer sur pas grand-chose, ça dépend de ce que Batista joue. Mais... moi, quand je suis rentré dans la salle, je pensais pas que j'allais découvrir un film shakespearien entre deux frères qui se disputent la mort de leur père. Donc ça m'a plutôt agréablement surpris, on va dire, sur les premiers à-coups, parce que le film commence sur un gros flashback qui n'ont pas du tout été utilisés dans la promo. D'ailleurs, toute cette partie du flashback de les deux frères ennemis par rapport à la mort de leur père, etc. Bon, c'est très shakespearien, c'est grosse tragédie familiale qui se veut plus grosse qu'elle n'est vraiment, mais bon. Pourquoi pas, c'est Fast and Furious quoi. Et par contre, le problème pour moi de John Cena, c'est que c'est un personnage qui pouvait être super intéressant. En plus John Cena, comme je disais, je l'aime bien. Donc le voir en antagoniste de Vin Diesel, c'est encore plus... Ça donne plus envie quoi, encore plus envie. Et au final, il est hyper mal caractérisé. En fait, il est caractérisé uniquement par ses flashbacks. Et son objectif, c'est juste d'être plus fort que son frère, parce qu'il a toujours été dans l'ombre de Vin Diesel, de Dominique. Mais ouais, alors, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que la caractérisation est vraiment finie au pipi. Mais ce qui m'amuse en fait, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir un film qui a été écrit. Tu sais quand tu vois des mômes qui jouent dans le jardin, qui font et alors là on dit que ça, et puis finalement ça, et vraiment c'est ça quoi. Le mec il dit je suis un super espion. Et en fait, qu'est-ce que c'est un super espion dans le monde de Fast and Furious? C'est un type qui a des avions furtifs avec des aimants pour pouvoir s'envoler en voiture, des armes du futur. T'es là, tu sais, c'est comme dans les années 90 quand t'avais un film où on te disait genre vous allez poursuivre un terroriste international. Ça veut rien dire, tu sais pas d'où vient le type, il a pas d'idéologie, juste ouais, je fais péter des trucs. Et là c'est pareil quoi, je suis un super espion top secret, ça n'a aucun sens, il bosse avec des gens, tu dis mais qui sont ces types, qu'est-ce que tu veux faire c'est ça, ce milliardaire, on sait pas d'où il arrive, pourquoi pas qu'il soit là, mais
c'est un peu le... Bon, comme ça, John Cena peut tout faire, quoi. Voilà, non mais c'est exactement ça. Mais du coup, c'est un truc que je trouve encore une fois un peu naïf. J'ai vraiment l'impression d'avoir de voir des gosses s'éclater. Et quand bien même c'est pas très bien caractérisé, quand bien même t'es là, donc tu veux dominer le monde pour montrer à ton frère que t'es plus fort que lui. Et le pire, c'est qu'ils se le disent, tu vois, les types quand ils se retrouvent face à face, et l'autre il fait genre maintenant c'est moi le plus fort. Tu fais ah ouais, c'est votre motivation. C'est chaud quand même, hein, le concours de table, là, faut arrêter. Mais du coup, ça m'amuse beaucoup, ça me fait marrer quoi. Ah ouais, moi je trouve que c'est... En fait, c'est le problème de la saga, on y reviendra je trouve, mais de plus en plus, c'est que c'est tellement... les enjeux sont tellement bêtes que c'est même plus drôle en fait. Ça devient vraiment ridicule et quand c'est ridicule... Quand c'est ridicule au point que ça soit drôle, c'est super amusant, ça peut être hyper divertissant, mais là c'est vraiment ridicule de bout en bout. Et je trouve que du coup, le problème aussi de ce personnage, c'est que il est censé être hyper méchant parce que voilà, il a la haine contre son frère depuis des années. Et puis en fait, il le sera pas trop en fait, parce que quand même la famille quoi. La famille c'est super important dans Fast and Furious, donc on peut pas non plus mettre trop longtemps des frères ennemis ensemble quoi. Donc je trouve que c'est hyper problématique dans le sens où aussi cette tragédie entre les deux frères, elle est hyper premier degré, alors que la saga est hyper second degré en permanence. C'est ça, mais d'ailleurs, pour moi, il y a un vrai problème dans ce truc-là, alors que comme toi, Sina, je trouve que c'est un comédien qui est toujours dans le surjeu, mais dans un bon surjeu, un cabotinage qui a beaucoup de charme, qui est plaisant, tu sens qu'il a un vrai sens du tempo, c'est comment dire, une physicalité qui est, tu vois, il est vraiment présent à l'image, mais moi, il y a un gros problème, c'est que tu vois, quand j'ai vu les bandes annonces, quand ils avaient annoncé qu'il allait jouer dans le film, je me dis tiens, on va se retrouver à nouveau avec Dwayne Johnson, avec un adversaire où on peut avoir un peu de castagne physique, on va pas juste être dans la poursuite de bagnole. Et bon, effectivement, quand tu vois qu'il y a quand même une séquence, c'est Edinburgh, où littéralement t'as John Cena qui saute, tu fais waouh, la belle cascade, et derrière t'as Vin Diesel qui arrive, tu fais ah, c'est lui, il est numérique. Et donc en fait t'as une très brève confrontation physique entre les deux. Mais il n'y a pas vraiment. Alors pourtant, tu vois, tu te dis, putain, j'ai John Cena, je veux qu'il casse des bouches, quoi. Oui, il lui faut faire rapidement, dans le climax final, il lui faut un petit peu de catch. Voilà, bon, allez, John, tu vas faire un peu de catch sur le capot d'un camion. Bon. Et sur un figurant, quoi. Enfin, sur le toit d'un camion, pardon. Et sur un figurant qui va d'ailleurs disparaître au bout de 15 secondes. C'est ça. Vraiment super intéressant. Alors qu'il était là depuis le début, puis dès qu'il commence à devenir intéressant, mais il est jarté en 15 secondes, bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas très fin. Pas très fouillé, et surtout, je sais plus ce que je voulais dire, mais le problème avec John Cena, c'est que il est... j'ai perdu ce que je voulais dire, mais faut un moment. Oui, déjà, en tout cas, John Cena, je trouve qu'il est hyper décevant dans le sens où il était censé représenter une grosse menace, et en fait, il est tout petit, quoi. Oui, et puis tu sens, voilà, mais puis il est hyper rabaissé, et c'est à ça que je voulais en venir. Par rapport à Vin Diesel lui-même, qui en fait, Vin Diesel fait un film sur lui et John Cena. C'est-à-dire que, bon, quand même, John Cena, il est vraiment plus gros que moi, il est plus fort que moi, il est plus costaud, il est même plus grand que moi. Mais par contre, dans les flashbacks, mon personnage qui me représente fait 4 têtes de plus que celui de John Cena. Donc ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment juste Vin Diesel, bon, quand même, mon personnage est plus important. Moi, je sais lier la famille. Oui, c'est ça. Et puis tu sens, mais un truc qui est quand même dommage, c'est que il faut pas que John Cena soit trop fort. Donc même quand il a des super pouvoirs, des super idées, des super plans, des super grappins, systématiquement, Diesel arrive toujours à lui coller une tatane et il fait non, en fait, à un moment, pour que ça ait un impact, il faut que tu sois vraiment mis en difficulté. Là, je veux lui mettre en difficulté, je vais pas vous dire comment, mais il se prend une grosse tartane et il est en gros dans les vapes et il tâte une espèce de flashback onirique qui est, moi je trouve très drôle, mais je sais pas si c'était fait pour. C'est drôle, mais bon, c'est trop premier degré pour une saga qui ne doit pas l'être, quoi. Par rapport à ce qu'elle a envie de dire, quoi. On sent qu'elle est elle est au 9e film, elle a fait n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs à ça que je voulais en venir, parce qu'il y a le duel John Cena et Vin Diesel, mais il y a aussi d'autres personnages. Et j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais je trouve que le personnage le plus intéressant de ce film, c'est le personnage de Tyrese. Parce que c'est un personnage qui justement... Alors non, c'est Roman qui est joué par Tyrese Gibson. C'est le personnage de Roman Pierce qui est joué par Tyrese Gibson, exactement. Et je trouve que je pensais pas, mais c'est le personnage qui est le plus intéressant pour moi dans le film parce qu'il est au courant que, en fait, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Et de bout en bout, à un moment donné, dans la jungle, dans la première scène d'action, il se fait tirer dessus, personne ne le touche, un peu comme OSS 117 quand il est obligé de récupérer sa manette à Rio avec le Corcovado. Et il se fait tirer dessus, mais aucune balle ne le touche. Là, c'est pareil, mais avec Tyrese Gibson.
Et à la fin, il a même des trous dans sa veste, mais lui n'est pas touché. Et donc lui, il fait, mais les gars, c'est quand même incroyable, quoi. Genre, on n'a jamais aucune égratignure. Et je trouve ça hyper drôle, et je trouve du coup que c'est le personnage le plus intéressant, d'autant plus, on disait, bon, il y a tout le passage dans l'espace, etc. Et du coup, c'est un personnage aussi qui est un peu plus touchant, je trouve, par rapport à sa relation avec le monde, etc. Eh ben, il en a une en fait, parce que effectivement, moi le film me divertit énormément, et puis c'est ce qu'on dira après à la fin. Mais ce qui me frappe, c'est que à part Diesel et John Cena, et encore, j'ai envie de dire seulement John Cena, parce que Diesel il évolue très peu dans le film. Ouais. Les personnages n'ont pas d'arc. D'habitude, même si c'est un arc débile, genre oh je suis de mauvaise humeur, puis je vais être content. Enfin, tu vois, même si c'est des trucs ultra osef, très très plats, ils ont quand même ce qui est la base dans tout. Quand tu racontes un récit, tes personnages, il doit leur arriver un truc. Ils passent par différentes étapes. Et là, t'as l'impression que non, tout le monde est... les mecs, c'est des personnages de jeux vidéo, t'as l'impression qu'ils sont contrôlés par une manette, ils ont jamais d'envie, de refus, de conflit intérieur, en fait. À part un peu Diesel et Senna, tous les autres sont juste là pour faire coucou, quoi. Ouais, bah, alors, vous, sans doute que beaucoup de fans attendent le retour de Anne. Sachez que Anne ne sert à rien, voilà, tout simplement. Anne, c'est le personnage qui permettra d'avoir un personnage clé pour sauver le monde, enfin, ou justement le détruire. Bref. Et sans doute aussi essayer de toucher les marchés asiatiques. Et c'est exactement ça, c'est vraiment un personnage qui est, bon, on a besoin du marché asiatique, notamment du marché chinois, faisons revenir Anne, c'est quand même super pratique d'avoir un personnage asiatique dans notre cast. Et là, il y a ce moment incroyable où on explique pourquoi Anne est toujours vivant, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Anne est censée être morte depuis bien longtemps, carbonisée dans une voiture. Et là, ah bah là, c'est du grand, bah maintenant qu'on est dans le monde du super espionnage, il peut nous arriver des trucs de fou. Et en fait, oh là 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 là, tout. Et vraiment, c'est monté à la serpe, tu sens que les gars, s'ils sont réunis autour d'une table, ils ont bossé 6 heures, ils ont regardé le résultat, ils ont fait, bon, on va faire ça au montage, hein, ça va être un peu compliqué. Mais ça me fait rire. Voilà, bon, enfin, c'est à peu près le seul personnage, enfin, John Cena et Vin Diesel sont à peu près les seuls personnages intéressants. À côté, bon voilà, il y a Anne qui revient, il sert à rien. Il y a Ramsey, le personnage par Nathalie Emmanuel, oui, qui est une sorte de, je vous explique tout, toutes les tenants, mais j'arrive 2 heures après. Enfin, je sais des choses, mais je vous le dis 2 heures après tout le monde. C'est le geek la geek omnipotente. C'est ça, la geek qui sait tout, mais j'attends qu'on me le demande pour le dire. Bon, bah, ils auraient peut-être dû me le dire avant, parce que le film aurait pu être fini il y a 5 jours. Donc voilà. Et puis d'un côté, il y a Mia qui est là aussi pour représenter Paul Walker, qui, de manière assez touchante d'ailleurs, est toujours présent dans la saga, mais sans vraiment qu'on l'aperçoive. Il est là, il est dans l'ombre. Il est pas loin, il garde les enfants, il arrive au barbecue. Ouais, mais alors, là, on a l'air de s'en moquer quand on dit ça, mais en fait, c'est assez joliment fait. Je trouve que c'est plutôt une des choses réussies de la saga, parce qu'on sent qu'ils ont envie de le garder encore là, alors qu'il est mort, l'acteur, Paul Walker. Mais son personnage, non, il n'est pas mort, il est toujours là. Certes, on ne le voit plus, certes, Mia, elle est son quota représentatif, mais... Voilà, il est là, il est dans l'ombre, on pense à lui. Et on évite les espèces de trucs, de trucs un peu dégueux, de remontage en CGI ou que sais-je, ou tu vois, d'imitation du personnage. On se débrouille par la mise en scène pour l'évoquer, c'est de l'hommage. Et pour le coup, ça a l'air relativement sincère, tu vois. Quand tu le vois, quand il y a ces petits moments, c'est assez émouvant, je trouve. Bon, et bah écoute, je sais pas si c'est la peine d'en dire beaucoup plus sur le scénario, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, le scénario. On s'en fiche, voilà. C'est une histoire de. Un mec veut prendre le contrôle de toutes les armes du monde grâce à un artefact qui existe grâce à une personne clé, qui pourra l'activer grâce à son ADN et qui après tournera en rond parce que c'est un peu joli à l'écran. Voilà, c'est tout. Et puis du coup, il pourra contrôler toutes les armes qu'on connaît, donc toutes les ogives nucléaires et tout, mais aussi toutes les armes qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est incroyable parce que ça veut dire qu'il y a des armes qu'on ne connaît pas dans le monde. Et ça, c'est hyper intelligent, quoi. Voilà, enfin, le scénario, c'est un énorme MacGuffin à lui-même. Ouais. On est là, il y a une histoire, c'est encore un mec qui veut prendre le contrôle du monde, et puis nous, il faut qu'on l'empêche de faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais l'histoire est pas très intéressante. Elle est plus centrée d'ailleurs autour de la famille, c'est quand même hyper important. Tout le conflit familial, John Cena, à moitié tragique, shakespearien. Oui, voilà, le scénario, ou l'intrigue en général, concrètement, c'est Tintin qui aurait trop regardé James Bond en mangeant de la créatine, quoi. Donc ça n'a pas grand sens, et si vous voulez voir autre chose, ça va mal se mettre, mais c'est vraiment le cinéma d'espionnage des années 90 expliqué par un enfant, quoi. C'est pas grand chose d'autre, mais peut-être, pour conclure, tout simplement, toi, qu'est-ce que tu retiens du film? Est-ce que tu y as pris du plaisir? Un peu? Pas du tout? Qu'est-ce que je retiens du film? Je dirais que je l'ai préféré au 8e, parce que le 8e, je le trouvais vraiment justement trop premier degré avec cette fameuse, genre, Vin Diesel trahit sa famille, non mais enfin, toujours plus, quoi. Bien sûr, les gars. Donc vraiment, on a vraiment envie d'y croire. Là, j'ai envie de dire, je prends du plaisir sur certaines scènes d'action, notamment celle de la jungle, parce que je trouve qu'elle est vraiment second degré, qu'elle sait qu'elle fait n'importe quoi, et que du coup c'est amusant, même si en termes de spatialisation on comprend rien. En termes de mise en scène, de toute façon, la plupart du film, on comprend pas grand-chose aux scènes d'action.
notamment celle dans le QG, etc. Bon, pourquoi il y a un puits d'eau, pourquoi Vin Diesel, pourquoi le sacrifice, pourquoi tout le monde revient après, bon, pourquoi pas, mais c'est débile. Et après, tout le reste me semble très mou, etc. Mais je trouve que c'est assez divertissant dans l'idée que on peut y trouver son plaisir, dans le sens où certaines scènes d'action sont assez amusantes. L'idée du conflit John Cena et Vin Diesel n'est pas très intelligente, mais on n'en attendait pas non plus que ça. L'idée du flashback est pas mal, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais le fait que la saga, enfin le film en tout cas, essaye de aussi revenir un petit peu aux origines et aussi de dire, quand même aux origines on faisait des courses juste, on va vous en mettre une petite entre deux frères, voilà, je trouve que c'est assez cool de revoir un peu la vraie ADN de la saga d'origine. Mais après, vraiment, moi je trouve le problème de cette saga, c'est qu'elle est de plus en plus... Elle tourne en rond, quoi. Pourquoi encore une mission, quoi? Enfin, vraiment, maintenant on va en voir un 10 et un 11 où ça va être encore une mission, où il faut encore sauver le monde. Enfin, c'est super, quoi. Avec Charlize Theron qui va encore revenir. Enfin, c'est bon, on n'a pas envie. Moi j'en ai un peu marre de tout ce genre, voilà, ouais, oh là là, il faut que vraiment la famille soit liée et unie, parce que les ennemis sont vraiment méchants, mais pas trop quand même, parce qu'il faut qu'on gagne. Donc voilà quoi, c'est divertissant pendant 2 heures, et puis après on n'a plus envie d'y penser quoi. Moi j'avoue que depuis le 5, les Fast and Furious m'amusent beaucoup, parce que je trouve que c'est des films qui sont plutôt très généreux, souvent dans leur action plus physique, plus matériel que beaucoup de blockbusters. Et alors, tu me diras, il en faut peu, mais à une époque où je trouve que le blockbuster américain est un truc qui devient d'un ennui sordide, et bah mine de rien, à chaque fois, ils arrivent quand même un peu à m'avoir, parce que il y a ce côté, je disais, très naïf, très candide, j'ai vraiment l'impression de voir des mômes qui s'amusent, et ça, c'est plutôt quelque chose qui me plaît. Moi, si je veux les voir tous, qui essayent de jouer pas trop mal finalement, et au milieu, Baboulinet, qui est toujours contrit, genre, c'est très très grave ce qui se passe, oh là là, moi, ça me fait marrer, ça me détend pas mal. Le vrai problème que j'ai avec le film, le truc qui me reste un peu en travers de la gorge, je trouve que les 40 premières minutes sont assez mal construites, c'est-à-dire qu'ils vont tous, chacun, chercher des trucs différents à droite à gauche. Tu vois pas bien pourquoi, ni pourquoi ils se séparent, ni comment ils s'organisent. Voilà, les 40 premières minutes, je les trouve très très lourdes. Après, comme toi, je trouve que ces longs flashbacks sont assez intéressants. Il y a dans l'image un grain assez particulier, tu sens qu'ils veulent reproduire un peu le cinéma des années 70, autour des muscle cars, tout ça, et je trouve que ça marche. Les comédiens qui jouent Cena et Diesel jeune sont tous les deux vachement bons et vachement charismatiques. C'est vrai. Celui qui joue Diesel jeune, il dégage un truc assez fort, vraiment. Et donc, tout ça, je trouve ça assez réussi. Les scènes d'action m'amusent beaucoup. Voilà, c'est trop long, c'est complètement con, mais je suis pas sûr qu'on lui demande autre chose. Et donc du coup, j'en sors avec l'idée d'un contrat rempli et surtout d'un truc vachement moins, mais comme tu le disais, non seulement premier degré, mais puis le 8 voulait être grave. Oui. Il était gris, il était grave, tu fais, les mecs, vous me prenez pas pour un teubé, quoi. Il y avait des scènes peut-être plus amusantes avec l'idée du sous-marin, etc., peut-être plus généreuses dans la folie, parce que l'espace, ça aurait pu être justement ce grain de folie, mais je trouve que c'est pas assez exploité. Mais c'est vrai que le 8 était vraiment genre... On va être très sombre, les gars. C'est ça. Et en fait, non, c'était juste pas très sombre du tout. On se doutait bien que Vin Diesel allait pas trahir sa famille de base, donc... Alors, Dark and Furious, on n'y a pas cru, quoi. Exactement. Mais voilà, mais donc du coup, moi je suis assez heureux de voir cet épisode, il me réjouit plutôt, et pour, non pas un retour en salle, parce que ça fait un moment que les salles sont réouvertes, mais pour un retour du gros spectacle sur grand écran, je trouve ça plutôt cool. Bah, c'est sûr qu'au moins ça va être la grosse dose de spectacle, la première grosse dose de spectacle depuis un moment, parce que vu le nombre de voitures qui finissent à la casse, vu le nombre de... Enfin, il y a assez peu de scènes d'action, mais elles sont très très généreuses. Même si le climax final se passe dans une immense ligne droite, a priori. Ah oui, c'est ça. Une ligne droite de 50 ou 55 km. C'est ça, et puis sans doute une ligne penchée, parce que tu remarqueras que quand un véhicule se retrouve sur le capot, il glisse longtemps. Il glisse, c'est vrai. Non mais enfin, voilà, à part ça, c'est Fast and Furious, quoi. Donc voilà, je sais pas si on a... Non, je pense qu'on peut y aller. Puis... Enfin voilà, pour ce débat entre Simon et moi, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, si vous avez aimé, si vous avez envie d'en voir d'autres. Si vous avez aimé Fast and Furious 9, vous nous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à l'écran large, on vous mettra un petit lien dans la description. Et puis sinon, nous on vous dit à bientôt pour un prochain débat. Salut!